Bon alors, c'est l'événement cinématographique de l'année, c'est le film de tous les superlatifs, celui qui déchaîne les débats depuis mercredi. Christopher Nolan a réalisé son Odyssée. La critique, elle est dispo sur la chaîne depuis quelques jours, vous savez ce que j'en ai pensé. Je suis sans doute un peu plus mitigé que les collègues, malgré mon affection pour ce cinéaste, et bref, ceux qui veulent voir la critique, elle doit s'afficher là, on va dire. Mais dans cette vidéo-là, on va aller un petit peu plus loin, parce que figurez-vous que je lis un petit peu, un peu tout et n'importe quoi sur l'Odyssée de Nolan, notamment des « Ah, enfin, l'Odyssée sur grand écran, enfin une bonne adaptation d'Homère !» Vous êtes fous, quoi. Va falloir se calmer les cocos. Bon, déjà, je vous ramène à ma vidéo d'il y a un an où je vous parlais des probables influences de Nolan pour l'Odyssée, et où on avait vu qu'Homère avait déjà été adapté mais 1000 fois, officieusement ou officiellement, dans des films incroyables. Ça, c'est l'adaptation d'Homère. Ça, c'est l'adaptation d'Homère. Ça, dès 1911, c'est l'adaptation d'Homère et c'est grandiose. Bref, j'ai des folies pour vous, des folies incroyables. Et honnêtement, c'est peut-être une des meilleures sélections que j'ai pu faire dans ce format, et franchement, c'est pas peu dire. Des films fous à sortir à tous ceux qui vont vous dire que l'Odyssée de Nolan est insurmontable, indépassable, parce que c'est un énorme blockbuster américain maîtrisé. Ouais, ok, préparez-vous, la sélection des tarés, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est parti pour ces films comme l'Odyssée en mieux. Vous le savez, alors ouais, j'adore la mythologie grecque, mais ça veut aussi dire quelque chose. Ça veut aussi dire que je vais être hyper exigeant dès qu'on parle de mythologie grecque. Et autant vous dire que le premier film, là, je me moque pas de vous, c'est du très très haut niveau. Et en fait, même pour être honnête, je le plaçais à dos, mais vraiment au niveau d'un Pasolini, quoi, au niveau des grands films de Pasolini, genre Médée, Oedipe Roi, etc. Je le plaçais très très haut ce film, et là j'ai fait un revisionnage il y a quelques jours. Le revisionnage, mais mon dieu, la pépite. Je suis trop content de vous parler de Iphigénie. Film grec de 1977, réalisé par Michael Kakoyannis, qui a été nommé à l'Oscar du meilleur film étranger d'ailleurs. Bon, l'histoire elle est connue et elle est tellement cinématographique. Alors, l'armée grecque, elle est prête à partir pour Troie, pour faire la guerre, les hommes attendent, les chefs s'impatientent, tout est prêt, les navires sont prêts, mais les vents refusent de souffler. C'est complètement impossible de quitter la Grèce. Alors, les prêtres annoncent la volonté des dieux. Pour que la flotte puisse quitter le rivage, Agamemnon doit sacrifier sa fille Iphigénie. Et tout le film tient dans cette situation impossible, parce que Agamemnon il tente d'abord de se débattre, de mentir, de reculer, mais il est pris au piège entre son rôle de chef militaire et son amour de père. À côté de lui, il y a Ménélas qui veut récupérer Hélène, il y a Ulysse qui est vraiment un homme politique dans ce film, il y a Achille qui se retrouve utilisé malgré lui. D'ailleurs, les séquences avec Achille sont juste merveilleuses. Je pense qu'il y a certains plans qui vont vous hanter un long moment, et du coup au milieu de tout ça, il y a Iphigénie, une jeune fille au milieu de tout ça qui porte tout l'enjeu et qui porte toute la folie des hommes sur elle. Et j'ai parlé de Pasolini, c'est pas pour rien, et c'est un gros compliment, parce qu'on est sur un film qui alors est souvent plus spectaculaire que Pasolini, qui se permet des scènes plus spectaculaires, avec des cadres plus larges, avec des cadres d'une grande ampleur sur les paysages, sur une armée, mais c'est aussi avant tout un film d'une intensité incroyable. Τις σωστές λύσεις τις γεννάει η υπομονή και η εμπιστοσύνη. Τη δική σας την έχω! Je vous le dis, vraiment, ce qui frappe, c'est ça, c'est l'intensité. C'est une intensité qui est quasi médiévale, quasi primitive, en fait, je dirais. La tragédie, elle est partout. L'ampleur tragique, elle est partout, dans chaque regard, dans chaque visage. Et mon dieu, mais la performance des acteurs. Et puis il y a Kakoyannis qui utilise vraiment les grands espaces, mais aussi les visages poussiéreux, les groupes de soldats qui attendent, les mouvements de foule, pour faire sentir que le drame intime, c'est un drame intime au final, d'une famille, mais il est observé par des millions de personnes. Il est commenté, il est attendu par tout un peuple, et ça rajoute une tension de fou. Et du coup, il y a quand même une sacrée ampleur avec l'armée grecque, immense, impatiente, qui met une pression constante sur leur leader, Irène Papas qui est magnifique en mer, qui refuse de se soumettre, Kostas Kazakov qui donne à Agamemnon
une espèce de figure froide d'autorité qui se fissure à chaque plan. Et vraiment, on a un dernier tiers qui achève de te faire un très très grand film, qui montre des personnages dont Nolan raffole aussi, hein, vraiment. Nolan, je pense qu'il aime beaucoup les personnages de ce film-là, qui ont des dilemmes moraux affolants, qui sont soumis à une intensité tragique, à une fatalité tragique qui les dépasse largement, eux qui sont pourtant les meilleurs dans leur domaine. C'est un très grand film. C'est vraiment un des plus grands films dont j'ai pu parler ici. Vraiment, c'est une merveille de cinéma à découvrir. Absolument une pépite. Le deuxième film est aussi une folie dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais le lien avec le lycée est trop fort et trop évident, il faut que j'y retourne et de toute façon je vais me faire plaisir parce que c'est aussi un de mes films préférés. Le deuxième film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Nostos il Ritorno. On est là sur une adaptation littérale de l'Odyssée. C'est le retour d'Ulysse à Ithaque, qui ici est très fidèle à Homère, c'est-à-dire qu'il n'est pas raconté comme un grand récit d'aventure américain, hollywoodien, avec des contraintes très hollywoodiennes qui pouvaient faire défaut à Nolan. L'Odyssée, en vrai, c'est pas ça. C'est un héros qui pleure en permanence, qui culpabilise, qui est hanté, et c'est ce que raconte ce film. C'est un homme qui a survécu, mais qui ne revient pas indemne. Ulysse veut rejoindre Ithaque, il veut retrouver sa terre, son foyer, peut-être Pénélope, peut-être juste une forme de paix chez lui. Mais dans Nostos, le voyage, c'est vraiment une errance. C'est vraiment un espèce de cauchemar fiévreux où les éléments, les corps, les voix et les souvenirs semblent constamment détourner Ulysse de son objectif principal. Et à travers des visions complètement hallucinées, Ulysse va déambuler dans un monde qu'il ne comprend plus, qui dépasse largement le cas de la perception humaine. Et il y a plein de choix artistiques très très forts dans ce film. Il y en a un qui est assez puissant, c'est que les personnages parlent dans une ancienne langue, une langue archaïque, sans aucun sous-titre. Ce qui fait que le spectateur ne peut à aucun moment se raccrocher au dialogue. Ça aurait peut-être pas fait de mal à Nolan, ça, vous voyez? Alors, je vais le dire, j'en fais pas des caisses, vous le voyez bien aux images. C'est, pour moi, l'un des plus beaux films du monde. La mise en scène est ultra picturale, et clairement Nostos il a pas besoin de grandes batailles ni de décors gigantesques pour donner une impression d'épopée. Encore que, les grandes batailles, les visions de Troie en flammes, etc., vous allez les avoir, et c'est des grandes séquences. Mais là où il est fort, c'est plutôt quand il filme une silhouette face à la mer, une lumière un petit peu irréelle sur un visage. Et le film, il avance moins par logique narrative, je dirais, que par association. C'est-à-dire qu'en fait, le montage va faire s'associer ensemble des sensations, des couleurs, des idées, plutôt que juste une avancée linéaire du récit, parce que l'Odyssée n'a rien d'une avancée linéaire. Nostos, c'est vraiment un film à prendre comme une longue balade dans la Grèce antique. Un voyage de retour qui est perturbé par des figures mythologiques qu'on reconnaît immédiatement, avec ces vagues déchaînées qui nous font directement penser à Poséidon, avec cette figure de femme sensuelle directement à Circé, mais aussi par association au manque de Pénélope. Et je sais que peut-être certains d'entre vous veulent voir de la grosse baston, Ulysse qui aveugle le cyclope, Ulysse qui combat les sirènes, je comprends. Dans ce cas-là, foncez peut-être plutôt sur la version de, il me semble, 1964, si je dis pas de bêtises, en tout cas la version avec Kirk Douglas, qui est une version très à l'ancienne, très américaine de l'Odyssée. Ici, on va plutôt se focaliser sur ce qui constitue, mais mine de rien, 99% des chants de Homère, c'est-à-dire les longs tourments d'Ulysse, et son impression d'être un étranger dans ce monde, qui subit les événements et qui rentre un peu par effraction dans un univers qui dépasse largement la compréhension humaine. Alors, le troisième film est peut-être le film le plus connu de cette sélection, et c'est assez dingue que j'en ai jamais parlé sur Intercut. En vrai, c'est bien temps que je corrige ça. J'ai un film monstrueux pour vous. Alors, imaginez que l'Odyssée, la Bible, Dune et Tarkovsky se soient regroupés dans un seul grand film, et un film qui est vraiment titanesque. Et ce film, c'est Sur le globe d'argent, et c'est vraiment l'Odyssée dans l'espace. Dans ce film, on a donc Andrzej Żuławski qui filme des astronautes qui quittent la Terre, s'écrasent sur une autre planète et qui tentent d'y recommencer l'histoire humaine à zéro. Le pitch est déjà fou, et au départ, on est presque dans une espèce de Robinsonade spatiale. En même temps, l'Odyssée, c'est une Robinsonade. Je veux dire, on a des survivants,
Une plage, un monde inconnu, des corps épuisés qui essaient de comprendre où ils sont et comment survivre. Mais très très vite, en fait, sur le globe d'argent va changer d'échelle. Les premiers colons spatiaux vont finir par vieillir, par mourir, mais auront des enfants, et ces enfants vont transformer leur origine en espèce de récits sacrés dans lesquels leurs grands-pères, donc les astronautes, deviennent d'abord des légendes, puis ensuite, par association, des dieux. Et plus tard, quand un nouvel homme venu de la Terre descend sur cette planète, il se retrouve confronté à une religion absolument mystique dont il est le messie. Et donc, échelle énorme, retour impossible, nécessité de micro-sociétés comme Ulysse le fait sur son bateau, comme là on le fait à l'échelle d'une planète entière. Et puis ampleur, quoi. Ampleur, c'est un film d'une folie d'ampleur incroyable. Le lien avec l'Odyssée, pour moi, il est passionnant. Et ce qui rend le film hyper fort, c'est pas tant son ambition qui est colossale, c'est surtout le fait que Zulawski filme son film comme un pur cauchemar. Ja widzę. L'Odyssée, clairement, elle est sale, hein. On voit des foules courir sur des plages, des hommes couverts de peau et de boue, des visages filmés très près, des corps qui hurlent, qui prient, qui se battent, qui s'effondrent pour un regard de leur messie. Le tout avec une caméra totalement Zulawski, c'est-à-dire une caméra instable, hyper agressive, hyper nerveuse, souvent épaule, qui tremble tout le temps. Mais ça n'empêche pas le film d'avoir une ampleur folle dans sa narration comme dans son visuel en vrai. Les paysages sont immenses, les costumes, enfin la direction artistique incroyable avec ces costumes vraiment tribaux, mystiques. Les scènes de rituels quasi barbares, c'est pareil. En fait, c'est incroyable. Moi, j'imagine Zulawski qui m'enseigne l'Odyssée. Pense aux séquences de l'enfer filmées par Zulawski, mais je deviendrais fou, quoi. Parce qu'on sent à chaque instant le mélange entre Dune, donc sur notamment le rapport héréditaire, entre le film post-apocalyptique et entre Homère. C'est un film qui est incroyable, c'est un film qui est parfois confus, un peu épuisant, un peu sidérant par son ampleur, mais c'est juste incroyable de se dire, enfin, faut imaginer la folie du gars qui se dit, je vais filmer toute l'histoire de l'humanité en un film sur une planète différente dans un film de science-fiction. C'est incroyable, ce film, sur le globe d'argent. Je vais y consacrer une vidéo entière, parce qu'il le mérite bien. Mais vraiment, le lien avec l'Odyssée, il existe, et c'est un film à découvrir absolument si vous avez la chance de pas encore l'avoir vu. Kazesz Malachuda, jej ojciec, widywany jest po nocach w mieście szyci z ciebie. Podważa wiarę ludu. Co mówi? Że spokój powróci dopiero po twoim odejściu. Ja nie przybyłem tu, aby nieść spokój, tylko wojnę. J'ai deux films bonus pour vous. Et le premier film bonus sur lequel je vais m'attarder, c'est un film totalement guerre de Troie. Le titre y est, le film s'appelle Les Troyennes. Casting 5 étoiles pour le film Les Troyennes, avec notamment Katharine Hepburn et Vanessa Redgrave. Et en fait, le film est l'un des seuls qui se focalise sur les Troyens après la défaite. Après 10 années de guerre, Troie est tombée aux mains des Grecs. Et les Troyennes, captives, se rassemblent autour de leur reine, qui a perdu son mari et ses fils. Toutes les femmes, de toute façon, ont perdu leur mari. Et l'aube se lève sur une cité en ruine. Et on va suivre les Troyennes, qui essayent de survivre face à l'oppression grecque, avec Hécube, Hélène, Andromaque et Cassandre, dans un film sombre, assez pessimiste, mais c'est normal. Je veux dire, on est sur une défaite cuisante et sur les décors d'une ville en ruine apocalyptique. Un très très beau film, très théâtral, et j'ai lu quelque chose de très beau sur ce film. Quand je cherchais des films pour me renseigner sur quel film j'avais chroniqué avant de voir ce film-là, je suis tombé sur une page décrivant ce film avec une formule assez magnifique qui disait qu'ici les femmes troyennes représentent l'entièreté des femmes de notre ère, de notre modernité. Parce qu'effectivement, qu'importe l'époque, en temps de guerre, les femmes sont toujours les victimes collatérales de la folie créée par les hommes. Ici, c'est parfaitement montré dans une tragédie grecque à l'ancienne, absolument magistrale. L'écriture des personnages féminins, mon Dieu, si seulement Nolan pouvait avoir un centième de ça. Et puis c'est un point de vue rare de s'intéresser à la défaite troyenne, qui n'est pas vue par le point de vue des vainqueurs, pas vue par le point de vue des Grecs. Au-delà de l'Odyssée, franchement, c'est un film assez dingue à voir absolument. It's rushing up in smoke! Et le dernier film bonus, c'est un film sorti en 2026, qui nous raconte l'Odyssée d'Homère, et qui adapte littéralement l'Odyssée d'Homère, sorti 2 mois avant l'Odyssée de Nolan. C'est un film avec un casting incroyable aussi, Juliette Binoche, Ralph Fiennes, voilà, au calme. C'est un film qui s'appelle The Return. The Return se focalise sur ce moment où, après 20 ans d'absence, Ulysse rentre dans un royaume à Ithaque qui a évidemment beaucoup changé et où personne ne le reconnaît,
y compris Pénélope. Et là, on a un Ulysse complètement brisé. Ralph Fiennes, que je Ulysse, c'est un héros traumatisé, qui revient sans richesse, sans gloire, dans un royaume en ruine. La guerre a eu raison de lui, son âme et son esprit sont complètement en pièces. Et puis la honte. Il a honte d'être vivant, il a honte d'être revenu, il a honte le ronge de l'intérieur. Tous ses amis sont morts, lui il est vivant. Il a honte de ça. Et il en est de même pour Juliette Binoche, du coup, qui incarne Pénélope, qui ne sait même plus ce qu'elle attend. Son mari est mort, son fils est menacé de mort, elle est impuissante. Et ces deux personnages-là, enfin, Pénélope existe dans ce film, contrairement à celui de Nolan. Et clairement, ces deux personnages-là transpirent la souffrance dans ce film, qui est sur leur incapacité à se retrouver. Jusqu'à ce dernier acte absolument génial, où Ralph Fiennes défonce tous les prétendants à un bonheur. Mais c'est un vrai beau film poétique, contemplatif, qui fait un choix narratif en caractérisant à ce point Ulysse, c'est-à-dire le héros qui est confronté à la légende, qui va pleurer pendant qu'on chante ses exploits sans même savoir que c'est lui en face. On chante des exploits qu'il regrette. Enfin vraiment, The Return, c'est un film qui atteint parfois des sommets lors de quelques scènes, qui est porté par deux grands acteurs et que je vous conseille absolument. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'on a un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne. Chaque petit don aide énormément. Pour le prix d'un café par mois, vous êtes nombreux, ça change tout pour moi. Je suis aussi présent sur Instagram, faut s'abonner. Et évidemment, faut s'abonner à suivre cette chaîne. N'oubliez pas et d'ailleurs, si vous aimez le ton de cette vidéo, n'oubliez pas qu'on sort 2 films par... Et d'ailleurs, si vous aimez le ton de cette vidéo, n'oubliez pas qu'on sort 2 vidéos par semaine. Faut absolument vous abonner à la chaîne, les amis. Toute la chaîne est comme ça. Les amis, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao.